Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler de la problématique pétrolière pendant la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement concernant l'Axe, les pays de l'Axe. Alors pourquoi je me concentre sur les pays de l'Axe? Parce que les Alliés, que ce soit les Franco-Anglais dans un premier temps, puis les Soviétiques, puis les USA, n'ont jamais eu de problème pour se ravitailler en pétrole. Je rappelle que les États-Unis étaient le premier producteur mondial de pétrole dans l'entre-deux-guerres, et que l'URSS était le deuxième. Donc à ce niveau-là, il n'y avait pas de problème. Alors, je vais m'appuyer en partie sur un numéro de Guerre et Histoire, paru en octobre 2012, le numéro 9, où il y avait un très bon dossier sur le pétrole, l'arme noire, qui a fait gagner les Alliés. Je vous conseille de lire cette revue, dont le rédacteur en chef est Jean Lopez, qui est le spécialiste français du front de l'Est. Mais j'ai trouvé aussi beaucoup d'autres sources sur Internet, sur Wikipédia. Si on cherche, en fait, on trouve énormément de choses sur Internet. Alors évidemment, au niveau donc des pays de l'Axe, je vais écarter le Japon, parce que la problématique du Japon est simple. Le Japon n'a pas de matières premières ni de pétrole. C'est pour ça qu'il a envahi la Mandchourie en 1931, pour avoir notamment des matières premières. Qu'il importe en fait son pétrole des Amériques, 70%, et donc tout simplement le Japon, en déclarant la guerre aux États-Unis, se coupait de son ravitaillement en pétrole et était obligé de contrôler en fait les champs pétrolifères des Indes néerlandaises, qui est l'Indonésie actuelle, et qu'il fallait par la suite transporter ce pétrole de l'Indonésie au Japon, et que donc leur sécurité énergétique dépendait en fait de la capacité de leur marine à contrôler la voie maritime reliant l'Indonésie au Japon. Quand le Japon n'a plus contrôlé cette voie maritime, à cause notamment de la guerre sous-marine que menèrent les Américains, puis après avec la suprématie américaine en surface, ça n'était fini du Japon. Donc je vais laisser le Japon de côté pour me concentrer sur l'Allemagne. Alors pourquoi? Parce que comme le Japon, l'Italie n'a aucune ressource énergétique, n'a pas de pétrole, n'a pas de charbon. Et donc d'une certaine manière, lorsque Mussolini déclara la guerre à la France en juin 1940, il n'avait pas les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire que l'Italie n'avait pas les moyens énergétiques de faire la guerre. C'est pour ça d'ailleurs que l'Italie est considérée comme un allié assez médiocre pour Hitler, mais il ne pouvait pas en être autrement puisque, n'ayant pas de carburant, l'Italie n'avait quasiment pas de division blindée, la moitié de sa flotte est restée au port faute de carburant, et ses avions pouvaient rarement décoller. Donc il n'y a pas de mystère, sans avions et sans chars, on peut difficilement mener une guerre efficace. Alors pour les Allemands, Hitler, lorsqu'il arrive au pouvoir en 1933, est bien conscient que l'Allemagne a un talon d'Achille, c'est le carburant. Donc il va y avoir deux leviers en fait pour essayer d'être moins dépendant de l'étranger en ce qui concerne le ravitaillement en carburant, qui venait à peu près pour les 2/3 pour 63% des Amériques. Il y a déjà une politique industrielle autarcique, et enfin le levier diplomatique. Alors au niveau industriel, dès 1936, Hitler va lancer le plan de 4 ans, qui est un plan très ambitieux pour rendre l'Allemagne beaucoup moins dépendante de l'étranger, et ce plan va être dirigé, piloté par le numéro 2 du régime, Hermann Göring. Alors Göring en 1938 lance un plan très ambitieux pour rendre l'Allemagne indépendante énergétiquement parlant, par le biais notamment de la transformation du charbon en essence synthétique. L'Allemagne dispose de beaucoup de charbon, et en 1926, IG Farben, une entreprise très puissante en Allemagne, va réussir à transformer le charbon en essence synthétique via un procédé d'hydrogénation, et avec aussi un autre brevet, le brevet Fischer-Tropsch, enfin je n'ai pas beaucoup l'accent allemand, mais disons que ce procédé de transformation du charbon en essence synthétique est connu déjà depuis 1926.
Et lorsque Hitler va arriver au pouvoir, il va pousser à, dans le cadre du plan de 4 ans, à construire des usines pour transformer le charbon en essence synthétique. Donc, ce plan lancé par Göring en 1938, appelé le plan Carinol, en hommage à sa première femme qui était morte en 1931 et qui s'appelait Karine, va être très ambitieux mais ne va jamais être atteint, puisque le top en fait de production d'essence synthétique par les Allemands, ça va être l'année 1943 avec 3,9 millions de tonnes produites, ce qui correspondait à l'époque à 50% de la consommation civile et militaire du Reich. Donc ça c'est le premier levier pour essayer d'être moins dépendant en fait de l'étranger. Le deuxième levier, c'est il est diplomatique. Il faut savoir que il y a deux pays qui produisent du pétrole en Europe, c'est l'URSS, deuxième producteur mondial, mais aussi la Roumanie. La Roumanie qui dispose en fait des champs pétrolifères de Ploesti. Et donc Hitler va essayer de trouver des accords commerciaux avec les Roumains. Les Roumains à l'époque sont dirigés par le roi Carol II, qui est plutôt pro-allié. Et donc ces relations pour parler commerciaux ne vont pas vraiment aboutir. La Roumanie va exporter du carburant en Allemagne, mais va toujours limiter cette exportation de carburant à 25% du quota de sa production nationale. Donc là, les Allemands ne vont pas véritablement réussir à augmenter les livraisons de pétrole roumain. Ça va s'arranger en 1940. Mais le deuxième pays qui produit du pétrole, c'est l'URSS. Et si idéologiquement parlant, Hitler et Staline se détestent, il va y avoir malgré tout, le 23 août 1939, la signature du pacte germano-soviétique, qui est un véritable tremblement de terre. Alors ce pacte est un pacte de non-agression. Est adjoint à ce pacte des protocoles secrets qui définissent les sphères d'influence des deux pays en Europe, et plus particulièrement aussi le partage de la future Pologne occupée. Mais si ce pacte est très connu, on connaît beaucoup plus mal le traité commercial qui va être signé un mois après, en septembre 1939, entre les deux pays, qui était très avantageux pour les Allemands, puisque les Soviétiques s'engageaient à livrer à l'Allemagne du pétrole et des matières premières, nécessaires pour faire la guerre. Ce traité d'ailleurs commercial, qui est peu connu, va être renouvelé en 1940 et 1941, juste avant l'attaque allemande de l'URSS. Et comme dira le comte Schulenburg, qui est l'ambassadeur allemand à Moscou, les chars allemands qui vont attaquer la France en mai 1940 rouleront à l'essence soviétique. Donc avec ce pacte, évidemment, vital pour Hitler, l'Allemagne sécurise son ravitaillement en carburant. Ce qui est évidemment essentiel pour faire la guerre moderne. Alors, la victoire sur la France va améliorer en fait la situation énergétique de l'Allemagne, puisque celle-ci va mettre la main sur les stocks d'essence français, qui vont permettre tout simplement de la bataille d'Angleterre, qui va se dérouler cet été 1940, où les Allemands vont essayer de faire plier les Anglais. Mais concernant d'ailleurs cette production d'essence, il faut savoir que, et là je vais parler un peu des États-Unis, il faut savoir que dans la guerre aérienne, il faut souvent des essences de meilleure qualité. Et les Américains avaient développé en 1939 une essence de très haute qualité avec un indice d'octane très élevé, qui était de 100, qui était extrêmement efficient pour les moteurs d'avion. Il faut savoir que, et au Royaume-Uni et en Allemagne, ces deux pays ne pouvaient produire que de l'essence avec un indice d'octane de 87, donc une essence de moins bonne qualité. Pour l'exemple que j'ai tiré d'ailleurs dans le numéro de Guerre et Histoire, si on prend un moteur d'avion Rolls-Royce Merlin, avec une essence à indice d'octane de 87, il va développer une puissance de 1000 chevaux, alors qu'avec une essence avec un indice d'octane élevé de 100, il va développer 1300 chevaux. Donc évidemment, les Anglais qui vont recevoir des États-Unis de l'essence avec un indice d'octane de 100 vont être favorisés dans cette bataille d'Angleterre,
puisqu'ils auront une essence de meilleure qualité que celle des Allemands. D'ailleurs, les Allemands n'arriveront pas véritablement à rattraper leur retard pendant la guerre, ils vont arriver à un indice d'octane de 95 de mémoire, alors que les Américains, qui avaient déjà une essence de super qualité en 1939, vont encore l'améliorer. Alors, les Allemands vont mettre donc la main sur les stocks français, mais les Allemands aussi vont mener une politique pour satelliser en fait la Roumanie. La Roumanie de Carol II, je vous avais dit qu'elle était pro-alliée, elle était restée neutre depuis 1939, mais avec la défaite de la France, elle perd ses protecteurs, l'Angleterre et la France. Et donc l'Allemagne va accepter un démembrement de la Roumanie par les pays frontaliers. Ça va être en juin 40, juste après la défaite de la France, l'URSS va annexer en fait la Bessarabie et la Bucovine du Nord, annexion qui était prévue par le pacte germano-soviétique, par les protocoles secrets. La Hongrie va annexer la Transylvanie roumaine, dans le cadre du deuxième accord de Vienne. Et enfin, la petite Bulgarie va annexer la Dobroudja roumaine, c'est-à-dire que en septembre 1940, la Roumanie avait perdu 30% de son territoire. Le roi Carol II est extrêmement isolé. Il nomme en septembre, début septembre 1940, un maréchal pro-allemand, Ion Antonescu, au pouvoir, avec un vice-premier ministre qui était Horia Sima, qui était le chef de la garde de fer, qui était un mouvement fasciste et antisémite, et évidemment pro-allemand. Carol II, le lendemain d'avoir nommé Ion Antonescu, abdica et va s'exiler au Portugal. Et Antonescu va devenir un allié indéfectible de l'Allemagne. Et dès octobre 1940, des troupes allemandes rentrent en Roumanie pour se diriger vers les champs pétrolifères de Ploesti, qu'ils vont bien sûr exploiter à destination du Reich et qu'ils vont protéger. Le mois suivant, en novembre 1940, la Roumanie va signer le pacte tripartite et va devenir une sorte de satellite de l'Allemagne. Et donc avec ce contrôle des champs pétrolifères de Ploesti, l'Allemagne, le Reich, va se donner les moyens de Barbarossa, tout simplement. La situation énergétique de l'Allemagne est alors à son top, puisque avec les champs pétrolifères de Ploesti, les usines qui produisent de l'essence synthétique, la mainmise sur les stocks énergétiques français, il n'y avait pas de problème de ravitaillement en pétrole pour les Allemands. Mais en envahissant l'URSS le 22 juin 1941, Hitler va se couper du pétrole soviétique. Et s'il a les moyens de faire la guerre au niveau énergétique, il ne faut pas que la guerre s'inscrive dans la durée. C'est pour ça qu'Hitler table sur une guerre courte en URSS. Il tablait sur une campagne de 4 mois. Il s'avère que ça ne va pas se passer comme ça. Malgré les immenses succès allemands à l'Est, ils vont buter devant Moscou en décembre 1941, et la guerre va s'inscrire dans la durée. Il n'est pas étonnant que le plan allemand d'attaque en 1942 soit un plan destiné à contrôler les pétroles du Caucase, tout simplement parce que pour s'inscrire dans une guerre mondiale, en ayant des ambitions, il fallait beaucoup de pétrole, et Hitler n'avait pas le choix. Il fallait absolument contrôler les pétroles soviétiques pour avoir une politique guerrière ambitieuse. Cette opération, appelée le plan bleu ou Vollblau, va être un échec, comme on le sait, puisqu'Hitler n'arrivera pas à contrôler les pétroles du Caucase et sera arrêté à Stalingrad avec une immense défaite, puisque la 6e armée va capituler le 2 février 1943. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, le Reich n'aura plus l'énergie suffisante pour avoir une politique ambitieuse. Il ne reste en fait à l'Allemagne que les pétroles de Ploesti, qui vont commencer à être bombardés par les Alliés dès mi-1943 avec l'opération Tidewave. C'est la première opération en fait de bombardement sur les pétroles roumains, qui est effectuée par la 15e escadre aérienne américaine, qui est basée en Italie.
Alors cette opération Tidewave sera un relatif échec, mais globalement, en 1944, il faut savoir que les bombardements alliés sur les champs pétrolifères roumains vont faire baisser la production de pétrole de 5, ce qui est énorme. Secondo, il va y avoir une offensive alliée massive sur les usines qui produisent de l'essence synthétique, notamment à partir de 1944. Et Albert Speer, qui était le ministre de l'Industrie et des Armements d'Hitler, va très vite déclarer qu'avec cette offensive majeure en fait sur les usines produisant de l'essence synthétique, globalement, la guerre était quasiment perdue. Il n'a pas dit comme ça, mais c'était ça, quoi. En plus, l'été 40, la Roumanie va être investie par l'armée rouge, les champs de pétrole de Ploesti vont être perdus pour les Allemands. Donc on peut dire qu'à partir de l'été 1944, alors que les Américains ont débarqué en Normandie et se battent et libèrent Paris, on peut dire que, énergétiquement parlant, la guerre est déjà perdue pour le Reich, qui perd toutes ses sources d'approvisionnement en pétrole. Et donc à partir de là, sans les pétroles de Ploesti et avec des usines d'essence synthétique qui sont détruites, Hitler va perdre la guerre. Parce que tout simplement, il n'a plus les moyens de la faire énergétiquement parlant. Voilà, je vous remercie, à bientôt.